Bonjour à tous. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Voici une vidéo pour expliquer en résumé les 5 premières vidéos que j'ai faites sur le sujet de la présence, une nécessité pour la maîtrise de soi. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il y avait énormément d'informations, qui auraient aimé avoir peut-être un résumé. Donc, ça sera pas un petit résumé, bien sûr, ok, mais j'ai fait quelque chose pour aider les gens à se repérer ou à réabsorber l'information, mais plus one shot. Vous avez l'image ici, Vérité Siem Préviva, qui est le nom de ce que je considère être ma véritable identité, l'observateur en moi, la personne qui est connectée au divin et qui est en observation constante de tout ce qui m'entoure. En dessous, vous avez aussi les sujets sur lesquels je mets énormément d'attention. J'ai pas mis les services que j'offre, peut-être dans une prochaine vidéo. Mais bref, voici l'image. Puis à travers cette vidéo-là, je vais vous lire toutes les informations que je trouve qui sont importantes. Premièrement, première information ultra importante, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je suis pas ici pour vous faire un diagnostic. Tout ce que je partage est à titre personnel, c'est pour vous divertir, pour être vulnérable avec vous, puis raconter mon histoire, puis les choses sur lesquelles j'ai mis mon attention. Il y a aucun docteur qui m'a diagnostiqué quoi que ce soit par rapport à ça. C'est simplement des percées puis des observations intuitives que j'ai faites par rapport à mon propre processus. Donc, si vous avez besoin de diagnostic ou quoi que ce soit, allez voir un spécialiste. Donc, c'était des vidéos liées à la présence, oui, mais j'ai mis un titre par rapport à ce résumé-là qui est de passer de mode survie à l'ouverture du cœur, ok? Qui, obviously, est de pratiquer la présence, mais on va expliquer en détail tout ça. Donc, je commence. Pendant longtemps, j'ai cherché à comprendre pourquoi certaines personnes sont naturellement capables d'aimer, de faire confiance, de ressentir de l'empathie, de vivre dans un état de paix intérieure, alors que d'autres semblent constamment prises dans la peur, la méfiance, le contrôle ou la souffrance. Avec le temps, j'en suis venue à réaliser que la réponse ne se trouvait pas uniquement dans la psychologie, la spiritualité ou le développement personnel. Elle se trouvait dans la relation entre le système nerveux, les traumatismes, les mécanismes de survie et les différents niveaux de conscience que nous pouvons expérimenter en tant qu'être humain. Donc ici, on va parler du système nerveux, le véritable point de départ. Donc selon moi, le système nerveux est l'un des éléments les plus importants à comprendre lorsque l'on cherche à évoluer, à guérir, puis à accéder à davantage de paix intérieure. Le système nerveux n'est pas notre ennemi. Il fait simplement son travail. Son rôle est de détecter les menaces, de nous protéger et de nous maintenir en vie. Lorsqu'il perçoit un danger ou qu'il porte des traumatismes non résolus, il maintient l'organisme dans un état d'alerte. Donc, cette alerte peut prendre plusieurs formes, comme je vous ai déjà expliqué, l'hypervigilance. Donc, les gens qui ont de la difficulté à s'endormir le soir, puis qui ont tout le temps l'impression qu'ils sont en deux étapes par rapport au sommeil. Soit l'anxiété constante, la suranalyse durant les conversations, c'est ça, quand on se suranalyse soi-même aussi beaucoup trop, qui empêche une capacité à être spontané, puis à vraiment partager qui on est vraiment de façon authentique. Confusion mentale, donc brain fog, puis tout ça, la difficulté à mettre les idées claires en dedans de nous, puis à communiquer nos idées. Irritabilité émotionnelle, donc on saute rapidement dans des états émotionnels très forts, aussitôt qu'on se sent attaqué par quelqu'un. Sensibilité au bruit, difficulté à relaxer, à être présent dans un état de confiance, donc même si on essaie d'avoir confiance en quelqu'un, il y a constamment quelque chose en dedans de nous qui nous garde sur nos qui-vive. Puis difficulté à ressentir de l'amour, de la paix, puis un véritable intérêt finalement chez autrui. Ok? Parce que quand on est dans un état de stress, puis qu'on a l'impression justement qu'on manque d'énergie même pour soi-même, on voit les gens comme des trous noirs potentiels constamment, des gens qui cherchent soit de l'attention, puis il y en a des gens qui sont comme ça, ok? Comme je vous ai dit, ils sont pas méchants, ils sont dans une autre fréquence, dans une autre capacité d'observation que nous. Mais quand on est dans un mode survie, okay, qu'on est irritable, qu'on est fatigué, qu'on n'est pas capable de s'ancrer en dedans de nous-mêmes, on voit souvent la plupart des gens comme des potentiels trous noirs.
Donc, plus une branche du système nerveux qui est pas celle qui nous fait relaxer, mais l'autre, plus cette branche du système nerveux est activée, plus notre énergie est dirigée vers la survie. Donc, les traumatismes vivent pas seulement dans le corps, c'est sûr. Moi, personnellement, j'accorde énormément d'attention au corps. Pourquoi? Pendant très longtemps dans ma vie, je me suis jugée parce que j'avais l'impression que je m'identifiais trop à mon corps. J'ai vécu énormément de circonstances dans ma vie qui m'ont amené à le croire. Puis je voyais ça comme une faiblesse. Puis je comprenais pas pourquoi que c'était aussi important. Puis les gens me disaient souvent, surtout quand j'étais dans le nettoyage énergétique, tu dois lâcher prise sur ton corps, tu dois arrêter de t'identifier trop, de trop te fier là-dessus. Tu sais, ça t'empêche d'avoir la spontanéité, d'être plus ouverte, tout ça. Puis il y avait pas tort. Mais il manquait un morceau vraiment important. C'est que notre être, tu sais, il y a jamais de mal ou de bien dans la vie. Moi, je suis ultra neutre à propos de ça. Je pense que vous commencez à le comprendre. Toute cette souffrance-là, puis cette sur-observation et sur-identification avec mon corps, ça a une fonction. C'était pas pour me nuire, c'était mon corps qui me parlait, qui me demandait continuellement cette sécurité-là que je ne comprenais pas comment lui offrir. Okay? Je nourrissais mal. Je ne comprenais pas l'information auparavant. Ce que mon corps avait besoin, c'était de sécurité, de présence, de respiration, davantage de féminité. Donc, maintenant que je lui donne, parce que j'ai fait des recherches puis j'ai compris ce que mon corps avait besoin pour me garder davantage à mon féminin, maintenant que je lui donne ce qu'il a vraiment besoin, les comportements que j'ai qui sont malsains par rapport à la suridentification du corps se sont atténués. Donc, j'y accorde encore de l'importance au corps, mais pas de la même façon. Mais je comprends qu'auparavant, avec le peu d'informations puis la certaine confusion que j'avais par rapport à mes besoins faisait que j'étais simplement prisonnière de lui. Okay? Puis que je répondais de façon très mécanique en état de survie à ce que je croyais qu'il fallait que je fasse en fait pour me protéger. Alors que la seule chose que j'avais à faire, c'est d'être, comme je vous ai déjà dit, véritablement à la maison. Donc, une personne qui a vécu de la violence ou a grandi dans un environnement insécurisant ne développera généralement pas seulement des mécanismes physiques de protection. Elle va développer également des pensées d'alerte, de la méfiance, de l'anxiété, une tendance à anticiper le danger continuellement, des réactions émotionnelles plus intenses. Cela démontre que le corps, les émotions, les pensées, le système nerveux forment un seul système. Ça aussi, je l'ai expliqué dans les vidéos. Je vais pas commencer à redécortiquer mes vidéos, allez les écouter. Mais présentement, c'est ça parce que je fais un résumé, mais c'est un bout assez clair que tout est connecté dans notre corps. Tous nos corps sont connectés ensemble. Ils s'entrecommuniquent des choses. Donc, ces personnes porteront aussi des charges provenant de leur histoire familiale ou, selon certaines approches spirituelles, des mémoires plus anciennes. Peu importe l'explication utilisée, le résultat demeure similaire. Le système nerveux agit comme si un danger était toujours présent. OK? Fait que, il y a des traumatismes dans cette vie actuelle qu'on a accumulés, tout dépendant de ce qu'on a vécu. Mais il y a aussi des traumatismes qui proviennent de vie antérieure, puis aussi de notre génétique par rapport à ce que j'ai découvert sur moi, puis mes investigations sur mes nettoyages énergétiques. Donc, il y a beaucoup d'accumulation de choses qui peuvent venir contracter et bloquer la fluidité de l'énergie qui permet au système nerveux de se relaxer. Donc, les 3 premiers chakras et la survie. Les 3 premiers chakras représentent les fondations de l'expérience humaine. Ils ne sont pas mauvais, ils sont nécessaires. Lorsqu'ils sont équilibrés, le corps devient un ancrage. Les émotions deviennent des guides et l'ego devient un outil. Nous ne sommes plus esclaves de nos impulsions, nous ne sommes plus prisonniers de nos désirs. Nous utilisons ces dimensions pour soutenir notre évolution. Le problème apparaît lorsque ces centres deviennent déséquilibrés. Donc, l'énergie demeure alors coincée dans la survie dans les 3 premiers sauts. Puis lorsque je parle des problèmes, comme on se sent dégroundé, on se sent émotionnellement incapable de se gérer, on sent que notre ego prend tout le temps le dessus sur nous, c'est parce qu'on les nourrit de la mauvaise façon.
Je l'ai expliqué dans mes vidéos. Donc, la prison des chakras inférieurs. J'aime imaginer les 3 premiers chakras comme si parfois, quand ils sont bloqués, comme s'ils étaient dans des cages. Non parce qu'ils sont négatifs, mais parce qu'un déséquilibre à ce niveau empêche l'accès au niveau de conscience supérieure. Lorsque nous sommes coincés dans ces cages, nous cherchons constamment la sécurité. Nous réagissons à partir de la peur. Nous sommes dominés par nos émotions. Nous cherchons à contrôler ou avoir un certain statut pour se calmer, puis en fait, pardonnez-moi. Donc, chercher un certain statut pour se sécuriser en termes de self-love, OK? Il y a beaucoup de gens, justement, qui veulent rester en état de domination, de contrôle, puis comme de big boss, parce que c'est leur façon de s'aimer, puis d'avoir l'impression qu'ils reçoivent de l'amour, OK? C'est un sujet qui est un peu plus touché, OK? Mais c'est ce que moi, j'ai pu observer. Nous avons la difficulté à faire confiance, j'ai déjà dit. Nous protégeons notre image. Nous cherchons à satisfaire simplement nos propres besoins. OK? Me, myself and I. Puis, encore une fois, c'est pas mal. C'est des comportements naturels d'une personne qui est bloquée dans les sauts inférieurs, OK? Puis qui est en état de survie parce qu'il a vécu trop de rejets, parce qu'il a vécu trop de traumatismes, parce qu'il a vécu trop de trucs dans des vies intérieures qui l'emmènent à être dans un état de stress constant par rapport aux autres. Donc, c'est des mécanismes complètement naturels. Donc, à ce stade, l'amour, l'empathie, la vulnérabilité deviennent extrêmement difficiles d'accès, non parce que nous sommes mauvais, parce que notre système est encore occupé à survivre. Les comportements narcissiques et les mécanismes de protection. Donc, l'une des plus grandes erreurs, selon moi, est de croire que certaines personnes sont fondamentalement mauvaises. OK, il y en a que oui, OK? Personnellement, je vais pas trop aller deep là-dedans, mais je crois qu'il y a des gens que leur fonction est d'emmener énormément de chaos, mais ça a une fonction, comme je vous dis. C'est pour aider les gens, c'est pour mettre la pression suffisamment forte sur les gens qui nous entourent pour les obliger à évoluer puis à s'élever en conscience, puis recevoir le reflet qu'ils ont besoin de recevoir pour se rendre compte de leur propre comportement. OK? Mais je crois tout de même que c'est une erreur de croire que pour la majorité des gens qui sont mauvais. Donc, les comportements toxiques existent, mais derrière eux se cachent souvent des mécanismes de survie. Donc, une personne blessée, une personne qui, comme je vous dis, a été blessée ou des gros traumatismes, leur comportement naturel va être parfois de manipuler, de contrôler, de refuser des responsabilités, de rejeter la faute. Donc, gaslighter une personne qui dit que on devrait prendre responsabilité sur quelque chose, mais on veut tellement pas avoir à dealer avec ça, à se remettre en question, à faire de l'introspection, qu'on réussit d'une façon ou d'une autre à faire croire à l'autre personne que c'est de sa faute à elle et non la nôtre. Okay? Devenir excessivement défensif, se placer constamment en priorité. Ces comportements demeurent nuisibles, ils ne doivent pas être excusés, mais il faut pas identifier la personne à ces comportements, okay? Parce que tout le monde a le potentiel de se transformer. Donc, comprendre leur origine permet parfois de voir qu'ils sont le résultat d'un système nerveux qui tente désespérément de se protéger. En comprenant ça, même si t'es en face de la personne qui te fait le plus chier, okay, puis qui semble être la personne la plus toxique, la plus malveillante, peu importe tout ce que ton brain te dit, peu importe. En comprenant ça, tu vas avoir automatiquement plus de compassion pour cette personne-là. Okay? Puis tu vas être moins apte à justement rentrer dans le même système, le même mécanisme énergétique qu'elle, parce que tu vois ce qui se passe et capable d'avoir de l'observation. Donc, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à s'aimer soi-même? On entend souvent « tu dois t'aimer toi-même avant d'aimer les autres », mais très peu de gens expliquent comment y arriver. Selon moi, l'amour de soi apparaît naturellement lorsque les 3 premiers chakras ou sauts, tout dépendant comment vous l'appelez, reçoivent enfin ce dont ils ont besoin, de la sécurité. Okay? Mettre son cadre avec les gens. Voir c'est quoi nos limites. On dit souvent, tes limites s'arrêtent à où s'arrête ton respect personnel. Okay? Sentiment d'appartenance, de la stabilité. Okay? Créer ton ground, ton cadre, justement, pour être capable de créer puis de t'expandre. Une meilleure connexion au corps, ok, donc développer son féminin, une connexion à la nature,
revenir se charger nos batteries de façon véritable, qui est honnêtement beaucoup dans la nature qu'on a cette possibilité-là. Régulation émotionnelle, être capable de communiquer vraiment ce que tu ressens sans te bloquer constamment parce que tu as peur du jugement ou du rejet des autres. Puis aussi un sens plus grand que juste pour ses propres besoins. Donc, essayer de servir plus grand que soi-même. Trouver quelque chose, quoi que ce soit, pour expandre notre créativité, notre art, puis pouvoir la partager avec les autres. Donc, lorsque ces besoins sont rencontrés, le cœur cesse graduellement d'être protégé. Donc, comme j'ai déjà dit, l'énergie féminine comme voie de régulation. Lorsque le système nerveux est... Puis là, je suis pas en train de dire que l'énergie masculine est pas bonne, OK? Je sais clair, je vais développer davantage sur l'énergie masculine parce qu'elle est ultra importante. Mais ce que moi, j'ai pu observer, c'est que dans le monde qu'on vit, on est dans un monde où ce que l'énergie masculine domine, OK? Puis que être dans l'énergie plus féminine est même parfois mal vu, tout dépendant de certains aspects de l'énergie féminine, OK? Parce qu'on n'a pas appris à les incarner, les intégrer, puis comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils nous demandent en fait, puis les exprimer de façon stable. OK? Fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup de contact ou qu'on réprime énormément, on n'a pas appris à les maîtriser. Donc, à cause de ça, quand que ça arrive, c'est souvent explosif, puis ça vient à créer un monde où est-ce que la perception sur l'énergie féminine est un peu négative. Excusez. Lorsque le système nerveux est suractivé, l'une des choses les plus importantes devient le retour à l'énergie féminine. Non pas le féminin comme genre, mais comme état d'être. Le féminin représente la présence, l'accueil, le ressenti, la connexion au corps, ralentir, écouter, être réceptif, être vulnérable. OK? Plus nous revenons dans cet espace, plus le système nerveux se régule. Et plus le système nerveux se régule, plus l'information peut circuler librement à travers nous. On peut recevoir l'information davantage et comprendre ce que nous avons à faire. Lorsqu'on comprend ce que nous avons à faire, on le communique à notre pôle masculin qui, lui, est celui qui crée, fait, pose des actions, avance, tu comprends, crée du mouvement. Tout simplement. Donc, si on apprend à incarner davantage notre féminin, on va avoir une bien meilleure idée de ce qu'on a à faire dans le calme et le communiquer à notre côté masculin pour qu'il l'effectue. Okay? Puis tout ça dans l'équilibre. Donc, un humain qui est trop dans son masculin puis qui est jamais capable de se plugger à son féminin pour recevoir de l'information va être dominé par des actions constamment, tout le temps faire, toujours être dans son mental, essayer de réfléchir, à comprendre, sans être réceptif puis ressentir l'information, juste toujours réfléchir, essayer de comprendre. Puis ça peut éventuellement créer du chaos, comme dans le monde qu'on vit actuellement, parce que le masculin et le féminin sont déséquilibrés. OK? Donc, plus le système nerveux se régule, plus l'information peut circuler librement à travers nous. D'accord? Lorsque la survie cesse de monopoliser notre énergie, quelque chose de nouveau devient accessible. Le cœur. Le cœur représente l'expansion, l'empathie, la compassion, la vulnérabilité, la connexion authentique, la capacité de ressentir une autre personne sans la juger immédiatement, la capacité d'aimer sans constamment chercher à se protéger. Certaines traditions appellent cet état la conscience christique. Peu importe le nom utilisé, il s'agit d'un état dans lequel l'être humain cesse progressivement de vivre à travers ses blessures et devient enfin son plus grand potentiel, sa plus grande substance, son authenticité. La plupart des gens définissent la liberté comme la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Selon moi, la véritable liberté est différente. La véritable liberté apparaît lorsque nous cessons d'être dirigés inconsciemment par nos peurs, nos traumatismes, nos blessures, nos mécanismes de survie. À ce moment-là, nous réagissons plus, nous choisissons. Nous ne vivons plus à travers notre passé. Nous vivons à travers le présent. Nous pouvons être présents. Et c'est là que commence réellement l'expérience humaine dans toute sa profondeur, selon ma perspective. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vais officiellement commencer le prochain sujet que je vous ai parlé dans les dernières vidéos liées plus aux relations
Donc, la communication dans les relations. J'avais parlé de relations de couple, mais c'est pas juste ça, c'est les relations at large. On va parler aussi du féminin, du masculin davantage. Je viens juste de vous en parler un petit peu plus, mais on va élaborer là-dessus. Puis aussi, de la sexualité, parce que c'est, d'après moi, un sujet assez confus, qui a été très confus pour moi, puis que plein de gens que j'ai pu côtoyer. Puis j'ai envie de développer là-dessus, parce que quand que je développe avec vous, automatiquement, je comprends davantage aussi de choses. Tout ce que je vous donne en termes d'information, ça m'aide à m'expandre, vous comprenez? Donc, c'est aussi la pertinence de servir plus grand que soi-même. C'est que lorsqu'on on donne de l'amour à quelqu'un, on n'a pas le choix d'en recevoir. Vous comprenez peut-être un peu ce que je veux dire par là? Puis, pour moi, c'est la raison pour laquelle je fais tout ce que je fais. Donc, gros câlin, je vous aime, puis on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.